Bonjour et bienvenue sur Vintera, le podcast. Et aujourd'hui, on est en présence de Dev de Stonehorns. On va aborder tout un tas de choses avec lui. C'est parti pour le tout premier épisode de l'histoire de Vintera. Salut Dev, comment ça va? Salut, ça va bien et toi, Lucinda? Bah, ça va, nickel. Tu te rends compte que tu es le premier invité de l'histoire du podcast quand même? Qu'est-ce que ça te fait? C'est cool, ça fait plaisir. C'est un privilège, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, nous, on est super contents de lancer ce podcast et de lancer ce podcast avec toi. Et du coup, on va parler de tout un tas de choses par rapport à l'actualité de Stonehorns, donc ton groupe que tu as depuis 2018 avec la sortie du premier album. Et justement, on peut commencer en revenant un petit peu en arrière, si ça te va. Donc, de la personne que tu étais en 2018, au moment de la mise en place du groupe, de la sortie de l'album, l'enregistrement, sachant qu'à l'époque, tu étais seul ou presque. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne ? Eh ben, je lui conseillerais de rien lâcher, parce qu'il y a eu des hauts et des bas depuis cette époque-là, et finalement, on en est là où on en est aujourd'hui, et donc je dirais juste tout simplement, fais la même chose, et lâche pas. T'avais toujours le projet de travailler avec d'autres personnes, de monter un groupe, c'était pas forcément solo à la base. À la base, non, c'était prévu de rester un projet solo et de pas partir sur scène, en fait. Mais comme l'album a été plutôt bien reçu par les critiques, je me suis dit, il va falloir que je retourne sur scène, en fait. Donc à la base, vraiment, c'était un truc studio où tu devais pas forcément collaborer avec des gens, quoi. Non, la collaboration est venue surtout à la base pour les solos, parce que moi je sais pas jouer de solo guitare. Et j'ai donc proposé à Antoine Rosac à l'époque de faire ses solos. Et il m'a littéralement cassé le game, donc à la base on était censé rester comme ça. Et donc oui, après la sortie de l'album, j'ai fait il va falloir jouer en fait. Et en quoi tu penses que tu t'es amélioré, alors que ce soit techniquement ou simplement en tant que personne du milieu ? Alors déjà techniquement, on va dire que sur le premier album, en fait, la seule erreur que j'ai peut-être fait, c'est d'avoir mis beaucoup de parties voix. Donc, je me suis rendu compte quand on a dû les jouer en live que c'était compliqué. Je m'étais mis un peu dedans. Donc sur les albums suivants, j'en ai mis un peu moins et c'est vachement plus aéré, c'est mieux et plus pratique à jouer en live. Une amélioration aussi du côté humain, parce qu'au début j'étais vraiment enfermé chez moi, j'allais pas trop sur les événements parce que j'avais pas le temps et je considérais aussi que c'était pas forcément super utile, et en fait au fur et à mesure tu découvres que le réseau c'est quand même ultra important dans ce milieu, et donc rencontrer des gens et des musiciens c'est ultra important, quoi. Concernant les sujets que tu traites dans les albums et aussi les visuels, c'est très empreint de mythologie. Est-ce que c'est un sujet que tu as toujours affectionné dans ta vie, ou est-ce que c'est l'école qui t'a donné envie d'aborder ces sujets par la suite dans ta musique ? Alors c'est pas forcément l'école qui m'a donné envie, mais ouais, après moi j'ai quand même découvert la mythologie égyptienne en fait, parce qui est pas venu tout de suite dans les visuels de Stonehorns, mais Ouais. la mythologie égyptienne ça m'a toujours super intéressé en fait. Et à la base, le premier album, c'est pas vraiment de la mythologie, c'est plus une histoire que j'ai voulu raconter. Parce qu'en fait, comme chaque album est un concept album, j'ai écrit une petite nouvelle avant de faire les paroles. Ça me permettait de compartimenter les chansons. Et donc après, oui, sur le deuxième, je suis parti sur la mythologie, sur Apophis. Donc s'il y en a qui connaissent Stargate ici, ils vont sûrement reconnaître la petite ref. Mhm. Et en fait, en me plongeant dans l'histoire, parce que j'ai acheté un bouquin sur lui, parce qu'il y a il y a peu d'écrits sur Apophis, je me suis rendu compte que c'était super marrant comme histoire. Et le troisième, du coup, c'est plus la chimère, du coup, donc on est plus sur l'époque grecque, quoi. Et pour la suite, on verra, je sais pas encore. Tu es en train de bosser là-dessus, j'imagine ? Pas encore, là, Ah, pas on est encore. en train de terminer l'EP qui va suivre Chimera, donc on vous l'annonce aujourd'hui en exclu. Super, Il va sortir le 18 avril. excellent. Et donc voilà, ça va être la suite et fin de Chimera, parce que Chimera, moi je le trouve trop court, donc il fallu une suite. Donc en fait, ces morceaux que tu vas sortir dans l'EP, ils existaient déjà à l'époque de la sortie de Chimera ? Pas du tout. Pas du tout, donc il est sorti. Cet album-là, il était fait un peu dans la douleur, en mode reconstruction du groupe. Donc il a été fait comme il a été fait, et je voulais pas qu'il y ait trop de morceaux dessus. Et au final, je me suis rendu compte que c'était trop court, quoi. Je trouvais qu'au niveau du temps, là, parce il y a 7 morceaux, je crois, sur l'album, qui durent à peu près 35 minutes, et 35 minutes, ça fait un peu léger, sachant qu'un album, c'est qu'à partir de 30 minutes. D'accord. Donc je me suis senti obligé presque d'en rajouter, quoi. Et quand tu parles de reconstruction du groupe, c'est-à-dire ?
Mais à cette époque-là, il y a donc Antoine, le fameux guitariste de l'époque, qui a volé de ses propres ailes, qui est parti dans l'intermittence, et Loïc, qui est le batteur, qui est parti aussi parce c'était plus par rapport à des problèmes de santé. Et donc j'ai dû repartir presque de zéro, quoi. Ça t'a fait te sentir comment, du coup, à l'époque? Tu as émis un peu des doutes sur le futur de Stonehounds? Eh ben, il y a eu à peu près 6 mois où j'ai pas fait de musique en fait. Parce que ça t'a mis un coup, vraiment? Ah bah oui, carrément, Ouais. carrément. Bon, après, en plus, il y avait des trucs perso à côté à ce moment-là. C'était pas une très bonne période. Et puis ouais, au bout de 6 mois, je fais bon, allez, on repart comme en 40 et on va continuer parce que il faut pas lâcher quoi. Et finalement, pas de regrets? Pas de regrets. On est très bien comme ça. Ouais, super. Pour revenir sur la sortie de l'EP, pourquoi ne pas partir sur un album directement qui continuerait le concept de Chimera? Ben là, je pensais que c'était un peu trop tôt pour un album quand même, parce qu'on est sur un rythme d'album tous les 2-3 ans là. Et un petit EP, en plus c'est quand même le format qui est quand même plutôt d'actualité, donc je me suis dit un petit EP bien efficace là, ça sera bien. D'accord. Toujours sur les débuts du groupe, qu'est-ce que tu pensais de la scène française avant de réellement en faire partie? Est-ce que tu trouvais que la scène était un peu dépouillée ou... Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait une petite baisse de quantité de groupes, on va dire, sur la scène métal. Et là, depuis quelques années, ça revient très très fort quand même, j'ai l'impression, hein. Même il y a beaucoup de groupes de jeunes qui se forment en ce moment et qui sont super bons en plus. Là, si je devais en citer un, en ce moment, avec qui on a déjà joué et qui est très très fort, c'est Septaria. Ils sont super inspirés, Gojira, c'est du métal progressif. Et franchement, enfin, il y a plein de petits groupes comme ça là, qui se forment depuis quelques années et qui sont très très bons et qui sont assez au courant des problématiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à la com, la qualité des visuels et du son. Alors qu'à l'époque, nous on était tous dans notre garage, enregistrer nos trucs avec des micros pétés. Là, ça a totalement changé de ce côté-là, quoi. Donc finalement, en quelques années, la qualité a vraiment... Il y a Ouais. vraiment une différence de qualité, tu penses? Oui, carrément. Et puis avec l'essor de Spotify et tout ça, on était obligé de sortir des trucs qualitatifs, sinon, ben, tu passes pas, quoi. Et les gens ne t'écoutent pas, tout simplement. Et ouais, ils ont une petite tournée prévue, ils sont chauds, quoi. Ils se sont bien lancés, ouais. On a tendance à dire que le Sud-Est est pas mal abandonné des tournées françaises et européennes. Personnellement, et du coup c'est lié un peu à ce que tu dis, je sens une certaine montée en flèche des festivals dans cette région et des dates de groupes nationaux et internationaux. Pourquoi tu penses que d'un coup ça a explosé comme ça? Parce qu'on a le festival à Martigues, on a le petit festival Distorsion à Saint-Raphaël qui est né. On a tout un tas de choses qui ont pris essor dernièrement. Ben, tout simplement, je dirais que les acteurs locaux, eux, ils en ont marre de rien avoir chez eux, donc ils se disent qu'il faut faire des trucs parce que sinon il se passe rien. Et puis aussi, oui, comme tu disais, les groupes internationaux commencent à revenir parce que ouais, ça fait pas 10 ans, mais presque 10 ans qu'on est abandonné des Warm Up Hellfest qui revient cette année à Marseille. On est abandonné de pas mal de choses en fait. Et c'est un peu chiant à vivre hein, parce que nous, on a envie d'avoir des trucs ici. Ben, nous, l'année Bien sûr. dernière, on a eu la chance de jouer avec Max et Igor Cavalera à l'Espace Julien. C'était une des premières grosses dates de groupes connus dans le coin à Marseille. Sinon, ils passent tous à la Secret Place à Montpellier, mais c'est plus la même région déjà. Et là, on voit que ça revient et c'est super cool, quoi. Parce que c'était quand même compliqué de ce côté-là, quoi. Et quand tu parles d'acteurs qui œuvrent pour ces festivals, tu penses à qui en particulier? Ben, c'est surtout des petites assos qui se créent de gens comme toi et moi, en fait, des gens qui sont passionnés de métal. Parce que c'est pas forcément des professionnels, hein. Parce que comme tu parlais du Distorsion, c'est pas des professionnels qui ont monté ce truc-là. Ou comme le festival de Martigues, bah, c'est David de Gros Doudou, c'est une asso, c'est de la petite asso, hein, on n'est pas sur du gros truc. Ouais. Mais ça reste des passionnés et ils ont envie de faire vivre la région, quoi. Et en plus, à chaque fois, c'est des festivals qui sont vraiment pas mal. Ben ouais, c'est qualitatif en plus parce que les mecs ils se cassent le cul pour faire des vraies affiches, quoi. Vraiment, vraiment bien rodé. On espère qu'il y aura d'autres éditions de ces événements qui étaient bien sympathiques. Je voulais revenir sur l'année passée où vous avez eu une super tournée dans les pays de l'Est. Comment on en vient à booker toute une tournée à l'étranger quand on est un groupe émergent? Alors cette tournée, c'est pas parce qu'à la base le booking c'est moi qui m'en occupais, aujourd'hui c'est plus moi. Et Ouais. cette tournée-là, c'est pas moi qui l'ai bookée, enfin je l'ai bookée en collaboration avec un mec qui est roumain, qui était le premier booker du groupe Ginger en fait. Donc bon après aujourd'hui on sait que c'est plus leur booker pour rien parce que bon on a eu quand même deux trois plans un peu foireux sur la tournée. On a réussi à s'en tirer et ça s'est passé quand même sans pépin. Moi j'avais aucun contact là-bas donc je devais Ouais. forcément passer par quelqu'un. Maintenant j'ai plus de contacts forcément. Mais ouais c'était un peu la première tournée où je suis passé par un extérieur en fait. Et quand tu dis qu'il y a eu des petits couacs,
Par exemple, des salles où on n'avait pas où l'organisation n'était pas totalement terminée alors qu'on arrivait sur place. C'est la vie du rock, hein, on va dire. Mhm. Tout le monde est passé par là, je pense. Mais bon, c'est pas rien de bien méchant, hein, franchement. Toutes les dates se sont faites. Il y a juste une date en Pologne qu'on a dû annuler parce que les groupes pouvaient pas jouer, en fait, tout simplement. Ah oui. Et qu'on pouvait pas jouer tout seul. Mais sinon, à part ça, tout nickel, quoi. T'as des anecdotes sympas sur cette tournée? Des anecdotes, oui, puis il y en a dont je me rappelle et d'autres un peu moins, parce qu'on a bu beaucoup de coups là-bas, parce qu'on a voulu tester les alcools locaux, Ah forcément. oui, faut bien. Et ouais, donc ouais, si vous allez en Roumanie, ne buvez pas la palenka du sous-sol de Roumanie, parce que c'est de l'éthanol, c'est de l'alcool à brûler, quoi. Ok, on note. Je voulais revenir sur le featuring avec Fred Dacod, donc qui est le dernier titre de Stonehenge qui est sorti et qui est paru de partout. La vérité, c'est que tu as une longue histoire de collaboration avec Acode depuis même plus longtemps que l'existence de Stonehenge. Et je voulais que tu nous racontes un petit peu ce qui se passait à l'époque, donc quand tu étais leur ingé son. Par la suite, après, tu as engagé Raph pour la batterie. C'est ça, alors Acode, je les connais forcément du coup par Raph, qui est aujourd'hui le manager d'Acode. Je l'ai rencontré à l'époque à l'IMFP, à Salon-de-Provence, quand moi je faisais mes études de sondier. Et on commençait à traîner un peu ensemble. Et donc on est devenus forcément copains, quoi. Et donc à l'époque, juste après ça, j'ai eu un groupe avec lui qui s'appelait 405 Code. Donc c'était du death metal aussi. Et dedans, il y avait aussi Romain, qui a joué aussi avec Acode, Romain et Marc qui a joué avec Acode pendant un certain temps. Et donc on est restés ensemble pendant pas mal de temps, quoi. Et quand j'ai commencé à monter le projet Stoners, pour la batterie, j'ai demandé de l'aide à Raph pour qu'il m'aide à composer la batterie en MIDI, du coup. Parce que moi, à l'époque, j'étais pas trop familier avec la batterie, les patterns et tout ça. Et donc, on s'est appris des choses mutuellement, parce que moi, je lui apprenais à se servir du logiciel Cubase et lui me montrait comment faire de la batterie, quoi. Et donc, c'était une bonne collaboration, parce que ça m'a fait prendre pas mal de niveaux de ce côté-là. Et par la suite, du coup, oui, je suis devenu un GSon live d'Acode qui avait besoin de quelqu'un sur leur date. J'ai fait quelques trucs sympas avec eux. J'ai fait la Warm Up Hellfest qu'ils avaient fait au. Merde, pas la Warm Up Hellfest, c'était le tremplin Voice of Hell Ah oui, d'accord. au Ferrailleur. La finale, c'était en 2016, je crois. Donc j'ai fait le cult avec eux la même année en 2016. Et l'année suivante, j'ai fait la main stage du Motocultor avec eux aussi. Ouais, ça fait bien bouger, ouais. Voilà, c'est ça. C'était à l'époque juste avant qu'ils signent chez Sony en fait. Et donc après ça, ils ont voulu passer sur des mecs un peu sur une équipe un peu plus pro. Donc moi, ça ne m'a pas forcément dérangé parce que je commençais à monter mon projet, j'avais plus trop le temps. Et donc voilà, les choses se sont faites naturellement. Mais bon, je suis toujours resté en contact avec eux. Et là, Fred, quand je lui ai proposé le feat, quand j'ai composé le titre, j'ai pensé direct à lui parce que ça sonnait black à mort. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de Fred sur ce titre. Ouais, Surtout, ouais. il a dit oui direct et ça, Ouais. c'était super cool. Donc il est venu ici même, là où on est en train de parler, là, pour enregistrer. Il est venu même 2 fois. Il a pris le temps. Il est venu répéter le morceau avec nous en répète avant de le jouer au Justin Fest. Voilà, Fred, quoi. Ah, Salut, super. Fred. Si tu nous écoutes, et on espère que tu nous écoutes. Cool. Et est-ce que tu as toujours des activités en parallèle qui sont en dehors donc, de Stonehenge en tant qu'ingé son? Eh ben écoute, là actuellement je suis drum tech chez Achiavel. Et puis je vais reprendre le son aussi avec 2-3 groupes là, ça va sortir bientôt là, donc là je peux pas trop en parler Tu peux pas encore. trop révéler, d'accord. Non, mais ça va, là je vais être sur la soirée qui va se passer au Makeda, c'est le 10 avril. Et je vais sonoriser Camino et Cari et Loco Muerte. Ça va Ah être oui, la cool. date avec le Comorté, Ouais. effectivement. Voilà, donc je reprends du service là-dessus. Bon, j'ai jamais vraiment perdu le service parce que j'étais plus en studio, mais là je reprends en live. C'était mon activité première, quoi. Et finalement, c'était quoi la plus grande leçon apprise depuis que tu as le groupe, que ce soit négatif ou positif? La plus grande leçon apprise, faire attention à tous les gens qui sont dans ce milieu, parce qu'il y en a de toutes sortes, Ouais, des bons et des moins bons, donc faire attention aux moins bons, mais bon, forcément, les moins bons, tu les découvres pas tout de suite, parce ils sont pas sous leur vrai jour tout de suite, donc si j'avais un conseil à donner au groupe amateur aujourd'hui, c'est faites gaffe aux petits labels, ouais. faites-y attention, on a fait l'erreur, on a été plein à faire l'erreur d'ailleurs. Donc faites-y attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Même en gros, tant que vous n'avez pas un contrat major, restez indépendant, ça sert à rien de se lancer là-dedans. Après, à part ça, sinon, on a fait des super rencontres avec des musiciens surtout. Parce qu'au fil des années, on a joué avec quand même pas mal de groupes. Là, on a passé les 50 dates là déjà, donc ça commence à être pas mal. Félicitations. Merci.
Et ouais, on a quand même, on a eu peu de mauvaises rencontres avec des groupes en fait, même quasiment que des bonnes rencontres. Malheureusement, des groupes qui n'existent plus aujourd'hui, mais la majorité existe toujours et avec qui on est toujours en contact. Mais ouais, non, c'est de la musique, ça reste quand même une histoire de rencontre humaine, quoi. Parce que quand tu bouges, t'es obligé de rencontrer des gens, quoi. Et toi qui es originaire du Sud-Est, est-ce que tu dirais que le Sud-Est est le meilleur public? De manière très objective. De manière très objective, non. Ah. Alors, quel est le meilleur public? Alors, on a quand même un bon public, mais dès qu'on va dans l'Est, dans le Nord, franchement, les gens, ils sont tellement chauds. Enfin, je veux bien, même chaleureux, du coup. Tu parles de la France, du coup, le nord de la France, l'Est, d'accord. Et l'Est aussi, même quand on est parti en Europe de l'Est, les gens sont tellement chaleureux, accueillants. On est allé en Hongrie, il y avait un mec qui connaissait les paroles de toutes nos chansons, quoi. Ah ouais, c'est top ça, la bonne surprise. Il a fallu aller jusqu'en Hongrie pour voir ça. Ici, ils en connaissent une, deux, allez. Bon, ça commence, il y en a de plus en plus quand même qui chantent, mais ouais, c'est la chaleur des gens, franchement, c'est un truc qu'on retrouve pas ici. Ça s'améliore, je trouve, mais on n'y est pas encore. C'était quoi ton meilleur moment sur scène? Meilleur moment sur scène pour l'instant, bah, avec Max et Igor Cavalera à l'Espace du Lien devant presque 1000 personnes. Voilà, il y aura mieux sûrement bientôt, je pense, mais pour l'instant, ça reste le meilleur moment. Ouais. Par rapport à l'énergie du public? Ah ouais, moi je me rappelle que je suis arrivé sur scène, il y avait, bah, ça gueulait dans tous les sens alors qu'on n'était même pas monté sur scène, on s'était fait détruire le merch avant même de monter sur scène. Et ouais, les 30 premières secondes de musique, je serrais bien les fesses. Et d'un coup, j'ai vu le pit partir dans tous les sens. Et là, j'ai fait bon, ok, c'est parti, c'est bon, on peut y aller, quoi. Tu penses qu'il y a un cap qui a été passé à cette date-là? Ouais, carrément. Depuis cette date-là, il y a plein de gens qui nous parlent de cette date-là, qui viennent nous voir de loin parce qu'ils nous ont vus à cette date-là. Parce qu'ils n'étaient pas venus pour nous à la base et qui nous ont découvert ce soir-là, en fait. Ah ouais, super. Et est-ce que tu as pu échanger avec eux, avec les frères Cavalera? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Ce jour-là, on les a même pas croisés. Je les ai croisés quand ils sont sortis de scène. Et non, ils sont même pas venus nous dire bonjour. C'était pas bon, c'est pas grave. Hein, eux, ils étaient sur une fin de tournée, ils devaient être un peu fatigués, j'imagine. Donc on leur tient pas rigueur. Mais bon, ouais, moi j'aurais bien kiffé leur parler 5 minutes. J'aurais dit salut Max. Tu es fan à la base? Pas un fan, pas plus que ça, mais bon, il y a quand même Sepultura, ça a quand même une grosse influence sur le métal et Soulfly aussi. Moi, j'ai préféré Soulfly quand même. Et ouais, il y avait quand même des chansons qui sont quand même cultes et qui m'ont pas inspiré, mais qui ont forcément posé des jalons sur ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Donc ça aurait été bien que tu puisses échanger 2 minutes avec eux, dommage. Ouais, bah écoute, la prochaine fois, hein. On va dire qu'ils se préservaient, voilà. Question, si je te dis baltringue, tu dis quoi? Une grosse baltringue. Parce que je sais que c'est un mot que tu affectionnes beaucoup. Pour Ouais. parler de certains styles musicaux aussi. Ah oui, est-ce qu'on je peut vois. aborder ce sujet Je vois, ok. peut-être un peu Donc- polémique, mais Donc on parle du metalcore, c'est ça? ah, je ne sais pas, c'est à Ok, toi de me oui, dire. donc ouais, on parle clairement du metalcore. Bon après, il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Moi, même moi, il y a des chansons de metalcore que j'aime bien. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce style parce que aujourd'hui, là, ça fait 5-6 ans. Il y a énormément de groupes qui ont tous le même son, qui ont tous les mêmes voix de chanteurs, le même mix. T'as l'impression d'écouter toujours la même musique en fait, et ça me fatigue un peu. Alors que franchement, nous, on se casse le cul à faire chaque musique différente avec des lignes différentes. On prend du temps pour ça. Et tu te rends compte qu'il y en a qui se font pas chier, quoi. Et Ouais. c'est dommage en fait, c'est même pas nul, c'est juste dommage parce que ces mecs-là, ils ont du talent et qu'ils pourraient faire beaucoup mieux en fait. Moi, je leur demanderais plus de prendre plus de risques, ce que je leur demande en fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune prise de risque. T'écoutes d'un groupe de metalcore à un autre, franchement, je te mets au défi de me trouver un refrain qui diffère vraiment, ou alors qui va pas tomber sur les 4 accords magiques. Bah, j'ai l'impression d'écouter le Christophe Maé du métal, quoi. Ouais, c'est dommage, quoi. Que ces mecs-là ont du talent et je suis persuadé qu'ils savent le faire. Et le métal symphonique? Le métal symphonique, je peux pas cracher dessus parce que j'en écoute pas assez pour être objectif là-dessus et je trouve que c'est super bien fait, mais c'est pas, déjà ça me touche pas parce que c'est beaucoup trop compliqué comme musique. Moi, je suis très rentre dedans, il faut que ça aille vite fort. Mais après, oui, ça c'est des mecs, c'est des musiciens hors pair, quoi. On peut pas leur enlever. Il y a des groupes dont on m'a souvent parlé, par exemple du Symphony X. Excellent groupe. Ça se rapproche de la musique classique. Et à l'époque, Ouais. bah, la musique classique, c'était quand même un peu le métal de l'époque, quoi. Donc non, je pourrais jamais cracher
sur ce genre de musique-là. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'il y a le métal et après il y a le reste qui est une variation du métal finalement? Ou est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a du métal avec diverses influences et on accepte tout le monde? Ouais, on accepte plutôt tout le monde. Tu vois, par exemple, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Skinred, qui est du raga metal. Et dedans, il y a métal, donc s'il y a métal, c'est du métal. Ah super, bon, tu es ouvert d'esprit, c'est bien. Et pour terminer, tu as annoncé la date de la sortie de l'EP qui est donc le 18 avril, on le rappelle. Est-ce que tu peux nous établir un peu un plan de ce qui va se passer pour vous donc en 2025 ou en tout cas dans les prochains mois? Ben écoute, oui, déjà, on va monter à Paris juste avant la sortie de l'EP pour faire la promo de cette EP qui s'appellera donc Chimera Lost Chronicles. Et donc après, donc, le 14 février, on va jouer au Leda Atomica à Marseille. Ensuite, on va monter dans le nord du nord. On va monter à la Bradcave à Lille en mars, le 13 mars. Le lendemain, on va faire la Belgique à Tournai avec Solar Eruption, c'est ces 2 dates. Ensuite, on va revenir par chez nous faire la première partie de Dagoba au Sismic. Donc Ah oui, ça va être super cool. ça va être énorme, ouais. Ensuite, il y a quelques dates dans le coin qu'on n'a pas encore le droit d'annoncer, dont un festival. Et ensuite, juste avant, il y aura aussi un autre festival dans le nord. Et après ça, toutes les autres dates, je peux pas encore te les annoncer parce qu'elles ne sont pas annoncées. Elles Ça, sont là, j'ai pas le droit. Ouais, c'est confirmé, mais c'est pas annoncé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en termes de tournée internationale, comme vous avez pu faire l'année passée, il y a des choses qui se profilent un peu? Là, non, sur l'international, on s'est dit que cette année, on allait plus rester sur la France et se concentrer à consolider notre public français, qui est quand même super important. Et qu'on a l'impression qu'on les touche plus qu'avant, donc on essaye d'aller les voir, quoi. Notamment aller passer dans des villes où on n'est jamais allé, comme des villes qui sont pas très loin du Hellfest, que je ne citerai pas, mais tout le monde sait ce que c'est comme ville. Mais voilà, on essaye d'aller consolider ce public-là. Ouais. Ok, super. Je te remercie d'avoir été notre tout premier invité du podcast Vintera. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Eh bien, mais tout d'abord, merci de nous avoir accueillis sur ce podcast. Et juste après ça, je dirais à nos fans et à ceux qui sont pas encore nos fans, venez nous voir parce que ça vaut le coup. On se fout pas de votre gueule en live, les gars. Venez. Moi, je confirme. Je les ai vraiment vus et franchement, il y a de l'énergie. C'est vraiment cool. Donc, bien sûr, on vous conseille de suivre Stone Lords de partout, sauf dans la rue. Hein. On va éviter. Si vous voulez soutenir le podcast et aller faire une petite participation au Buy Me a Coffee, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Restez clément, néanmoins. C'est notre premier épisode. On n'a plus qu'à dire au revoir à Dev. À très bientôt, sur scène, en coulisses, ailleurs. À bientôt. Salut. Bye bye.